Bon, ben, merci à tous d'être venus, vous êtes nombreux. Je donne tout de suite la parole à Frédéric Jacquemin, qui est vice-président de l'université et qui va présenter une nouvelle saison. Merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans ces journées scientifiques de notre université. Alors, c'est la 18e année, des journées qui sont à maturité, on va dire. Et c'est une journée extrêmement vivifiante, j'ai envie de dire, puisque ça réunit à la fois les chercheurs de multiples disciplines. Vous avez des colloques qui sont alors, du domaine de la santé, aussi du domaine social, aux sciences et technologies, et qui mobilisent au-delà de mon université, heureusement, j'ai envie de dire, notamment des partenaires potentiels avec lesquels on travaille, ou, je l'espère, on va travailler. Et puis, bien entendu, aussi la communauté étudiante, un peu formée, hein, le niveau qui est plutôt un niveau de type master et doctorat. Et donc, c'est quand même un événement important, un peu emblématique de l'année universitaire. C'est souvent en fin d'année universitaire, ou en mois de juin, même chaque fois. Et donc, ça incarne finalement aussi un point de passage sur nos actions, sur nos actualités. Et ce sera encore le cas cette année. Donc, merci d'être présent. Et merci aux organisateurs et aux organisatrices aussi de chacune de ces sessions. Je vois Nathalie. Merci Nathalie pour l'énergie que tu mets dans ces organisations. Alors, quelques mots sur le sujet. Bien entendu, c'est un sujet primordial pour nos établissements, et fort heureusement, l'enjeu de décarbonation, et notamment du maritime. Alors, on l'a aussi matérialisé par une vision un peu stratégique de l'établissement en structurant un réseau interdisciplinaire de recherche qui s'appelle Cargo, donc qui est piloté par Rodica Loisel et Pierre Marty, que je remercie aussi pour leur investissement au quotidien. Et donc, ce réseau interdisciplinaire, finalement, comme son nom l'indique, il associe de nombreuses disciplines, puisqu'on sait très bien que face à ces enjeux majeurs de décarbonation du maritime, la solution n'est que technologique, elle entraîne aussi de nombreuses disciplines tout aussi importantes que les sciences de la génie. Donc, cette position stratégique, pourquoi avoir porté cette position au niveau de nos établissements, principalement centralement dans l'université? C'est parce qu'aujourd'hui, sur ces domaines-là, sur ces enjeux-là, finalement, la communauté universitaire, la recherche nantaise, elle est extrêmement visible et elle a son rôle à jouer et elle est déjà reconnue. C'est important aussi parce que vous savez, on détient un label d'excellence qui s'appelle Next, qui est un ICIT. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail, mais globalement, il nous donne la possibilité d'abonder notre stratégie avec des moyens qu'on peut dédier, choisir nous-mêmes, et aussi qui ne nous donne pas de date de fin. Donc, on a un projet qui n'a pas de finalité, donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc, on a toujours des moyens tous les ans par rapport à ces projets d'ICIT ou d'IDEX. Alors, les IDEX, c'est les universités non thématiques. Nous, notre site, il est basé sur deux piliers, la santé du futur et l'industrie du futur. Et sur la partie industrie du futur, il y a d'une part les enjeux liés à la fabrication innovante et décarbonée. Et sur la partie, le deuxième pilier de la partie industrie du futur, c'est globalement l'ingénierie marine ou le génie océanique de façon générale. Alors, on ne fait pas tout ça seul, bien entendu. Je vous ai dit qu'on a une certaine légitimité. Je ne dis pas de dire que vous êtes les meilleurs au monde, mais vous y contribuez tous. Hein. C'est à la fois une communauté universitaire, aussi des partenaires, et un tissu industriel, et des facilitateurs. Donc là, c'est la recette pour réussir. Donc, pourquoi ce cargo, ce réseau interdisciplinaire, ça doit aussi à ce que nous avons mis en place, et ce qui est mis en place aussi par nos partenaires. Donc, on a un institut universitaire littoral, donc Franck en dira quelques mots, qui finalement est en complète cohérence aussi avec cette dynamique. On a le groupe d'intérêt scientifique PERL aussi autour des enjeux énergétiques qui est aussi structuré sur le site. Donc on a quand même ces habitudes de travail en commun, évidemment, et ce terreau favorable à la construction de projets ambitieux. Et puis Erwan nous parlera de MIC 2050, qui est un effet levier indéniable finalement pour aller chercher des financements à la fois nationaux et européens. Et donc, on travaille de façon concertée, tous ensemble, pour répondre à ces enjeux-là. Et c'est vrai que quand on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté, on en parle un peu à toutes les sauces. Moi, je pense que la souveraineté, elle s'incarne surtout dans notre capacité à collaborer et à développer des actions sur un territoire, sur un pays, sur un continent européen. Et cette capacité de collaboration autour de ces enjeux de décarbonation des maritimes sont indéniables et sont déjà établis. Voilà, je ne vais pas en dire
plus. Je crois que j'avais 2 minutes. Je crois que j'ai un peu dépassé déjà. Oui, c'est dépassé. Et je vous souhaite surtout une très bonne journée, des échanges fructueux, détendus, dans une atmosphère qui ne sera pas trop élevée en température. Je pense que ça va aller un peu mieux qu'hier. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, à mon tour, de vous dire à quel point je suis contente de faire l'ouverture de cette journée. Je suis Rodica Loisel, je suis enseignante en économie à l'IAE de Nantes, Nantes Université, et chercheuse au LEMA, économie et gestion. Je travaille sur les politiques énergétiques, sur le marché de l'énergie, tout ce qui touche à la volatilité, fiscalité carbone, marché quota, donc tout ce qui concerne désormais aussi le secteur maritime. C'est une journée riche. On a 140 inscrits en présentiel, une quarantaine en ligne. Donc, ça démontre comment on est inquiet pour le secteur. On est obligé par la loi, mais aussi on est convaincu qu'il faut trouver des solutions opérationnelles. C'est la condition même de survie du secteur. À mon tour de remercier Nathalie Melchion, qui est donc ingénieure de recherche du cluster cargo. Nathalie, elle fait plus qu'envoyer des emails. Donc, on est co-autrice sur des papiers scientifiques sur la propulsion navale nucléaire et sur l'inflation due à la surcharge carbone sur le secteur oligopolistique conteneurisé. Donc, merci Nathalie pour cet investissement. C'est une journée qui est co-organisée par le Cluster Cargo, donc Initiative Next, comme Frédéric le mentionnait. JISPER, c'est un mouvement des chercheurs qui est au sens plus large de l'énergie, sur tous les vecteurs énergétiques par usage, plus large donc cargo, IUML, donc Frank Schoof, directeur à la présentation de ce UML, et une couverture encore plus large que l'igérienne. Ça va être MIT 2050, une interface plus nationale avec les académiques et les institutionnels. MIT 2050, donc en fin de présentation. Bon, on n'a pas fait le nécessaire dans les temps et ça va être ça pour aujourd'hui, toute la journée. Et à propos du programme, c'est, voilà, ça fait moi, l'université, le LEMA, mais comme je vais avoir une présentation en fin de journée, j'ai l'occasion de les sortir ces diapos. Pour le programme du colloque, donc, on a structuré ça par thématique. Donc, on a des compétences en biocarburant, électrification des navires, partie pilote combustible, le véhicule. Donc, voilà, toutes ces solutions qui montrent qu'on ne se pose plus la question si on peut décarboner. C'est comment on les adapte au navire, sur quel segment de marché, comment on va les massifier. Donc, on dépasse cette question technologique, comme disait Frédéric, on va plutôt vers comment échelonner l'adaptation via donc, cette trajectoire, à quel coût, donc les modèles de marché, et quels leviers juridiques pour les mettre en place, et rapidement. Donc, on va avoir ces interventions académiques, et à la fin, la table ronde où on va inviter des panélistes, on va avoir des invités, et aussi on va vous donner la parole dans la limite du temps disponible. Donc, on va avoir des posters qui sont déjà affichés au niveau de l'espace café, et peut-être que vous avez déjà pu contempler quelques posters. Deux mots sur Cargo, c'est un réseau de chercheurs académiques. L'ambition, c'était de faire le lien entre les laboratoires, donc, comme on vous a dit, sciences humaines et sociales, sciences de l'ingénieur, du numérique. Donc, cette pluridisciplinarité, cette dynamique humaine que vous voyez avec la somme des chercheurs, mais il ne faut pas le voir comme ça, c'est une communauté scientifique qui travaille ensemble et ça fait seulement 3 ans. Donc, on a pu mettre en place des stages de recherche, des projets, on a répondu à des appels d'offres. Donc, voilà, c'est le job de tout pasteur, mais qui est devenu maintenant un réseau de chercheurs. Et je vais juste vous présenter deux visuels. Regardez, il y a un côté navire et il va y en avoir un autre qui élargit la perspective du navire. Donc, ici, on va sortir les compétences en aérodynamique, hydrodynamique,
pour parler de la propulsion par le vent, l'énergie à bord, donc les fuels et les carburants, les questions de stockage à bord, les batteries, les piles à combustible. Et on s'intéresse aussi à la carène avec l'architecture navale, le design, la modélisation, la digitalisation, pour tous ces mots-clés, vous les retrouvez sur notre espace via des projets et des compétences, parce que derrière tout ça, il y a des collègues qui peuvent vous répondre. Et enfin, la capture de CO2 pour les émissions résiduelles sur tous les segments qui sont hard to date. Comme je vous disais, la perspective du navire, on élargit l'écosystème portuaire et logistique pour s'emparer des questions sur la gouvernance, la coordination, on ne s'intéresse pas seulement à l'offre, mais à la demande. La demande de flux maritimes, avec toutes ces questions de sobriété, économie circulaire, est-ce que c'est vraiment la réponse? Donc, on calibre tout ça en prenant en compte la logistique et les temps d'escale, l'organisation des flux et la coordination entre les acteurs, parce que Eric l'a bien mentionné, comment on coordonne tout ce panier à utilités qui peuvent être convergentes. Donc, si on met les bons objectifs au bon moment. Donc, c'est une dynamique pluridisciplinaire qui va être prolongée au-delà donc du cluster, espérons, via une chaire. J'espère maintenant, donc, c'est un périmètre énergétique plus large. Donc, je garde le micro, mais sinon, le directeur, Jérôme Bellêtre, qui est professeur à LTN, il est ici dans la salle, je le salue. Il a le support de Florence Premier, Paris dans la salle. Et pareil, des chiffres qui s'empilent, mais il faut croire dans une communauté énergétique. Elle est bien plus mature que notre réseau. 2015 à l'initiative de Région Pays de la Loire qui voulait nous sortir de nos coins de labo et nous faire travailler ensemble. Donc depuis, on mutualise les méthodes, les bases de données, les moyens pour répondre à des appels d'offres et héberger des étudiants en cycle de doctorants et s'inscrire dans des réseaux européens. Donc, c'est une mission accomplie parce qu'on arrive à travailler ensemble et derrière ces logos, on a aussi des engagements durables qui font qu'une entreprise, une PME en Vendée peut frapper à une seule porte pour s'emparer des solutions. Regardez les TRL de 1 à 5 qui sont immatures, donc ils auraient pas pu être traités dans un coin isolé, mais bon, il y a aussi des grands groupes de Saint-Nazaire qui nous contactent dans ce but. Je pense que on peut compléter encore sur j'espère, mais vu le temps, on va se restreindre à ce diapo. Dans cette vision pluridisciplinaire, je laisse la parole à mon collègue Franck Scouf pour l'IBML. Merci, Rebecca. Donc voilà, comme tu as dit beaucoup de choses, ça va me simplifier beaucoup la tâche. Erwan, qui passe juste après moi, m'a dit qu'il allait chauffer la salle, donc je vais essayer de rester seul. Alors l'IEML, une fédération de recherche, c'est quoi? C'est pas une union de laboratoires, hein, ça sert pas à regrouper des laboratoires par principe, ça sert à les faire travailler ensemble. Et donc, on croit depuis 50 ans dans notre territoire que la recherche dans le maritime et le littoral a besoin d'innovation à la frontière entre les disciplines. Et en fait, l'UML doit casser les murs qu'il y a entre les disciplines pour essayer de faire que l'innovation émerge. Donc, il y a 23 laboratoires, vous en avez une bonne dizaine là sur le cargo, qui travaillent sur des sujets aussi divers que l'hydrodynamique, les matériaux, le droit maritime, l'économie, sinon Rodica va me fusiller, qui est partenaire, par exemple, d'un autre colloque aujourd'hui, qui est à l'OR2C, l'Observatoire des risques côtiers, qui est juste en face. Alors, comment on accompagne ça et comment on arrive à stimuler cette interdisciplinarité? On le fait en finançant des stages de recherche et d'innovation régulièrement. Donc, on soutient Cargo sur cette initiative. On est aux côtés de Cargo depuis sa genèse. Et comment on fait émerger ces relations entre les laboratoires? C'est avec des journées comme celle-ci, où on va faire en sorte que les laboratoires puissent discuter ensemble, puissent échanger des idées et puissent faire émerger aussi des projets. Donc, on espère qu'à la fin de la journée, on aura comme livrable des progrès dans la manière dont les gens peuvent travailler ensemble. Je voulais donner un second point sur le fait que
vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes dans un territoire d'excellence de la recherche dans le domaine maritime et littoral. Nantes Université est le première université française en classement de Shanghai sur génie océanique et maritime, toujours dans le top 110, parfois dans le top 50. Donc, voilà, vous êtes dans un creuset d'innovation qui est extrêmement important, avec derrière ce volet recherche-innovation, le pôle universitaire d'innovation, avec pour tête de file Nantes Université, qui est dirigé par Frédéric, dans lequel vous avez une filière énergie-mer-environnement, et qui a pour l'objectif de donner les outils aux laboratoires pour mieux travailler avec l'industrie, et donc faire en sorte qu'on arrive à concrétiser nos innovations, nos recherches en innovation et en produits pour notre écosystème. Donc, on a un écosystème qui est riche, avec lequel on a l'habitude de travailler, Neopolia. J'ai vu aussi qu'il y avait Winship et puis le pôle mer Bretagne Atlantique, localement, et puis évidemment, MIT 2050 que va présenter Erwan juste après. Le troisième et puis dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est que dans ce territoire d'excellence, on a une filière particulièrement visible au niveau national et international, qui est la propulsion vélique, sur lequel vous avez à la fois des pendants recherche et des pendants formation. Donc, pendant recherche, un très gros projet dans lequel beaucoup d'entre vous sont impliqués, qui s'appelle Vanfray, qui est, on va dire, dirigé et coordonné par l'IRT Jules Verne, mais dans lequel on a 3 laboratoires de notre écosystème qui sont fortement investis. Et puis, côté formation, j'ai vu qu'il y avait Cécile et puis Estelle qui étaient dans la salle et certainement d'autres. On a le projet Cap-Vent qui vient juste de démarrer et qui a pour vocation, du bac -3 au bac +8, à faire en sorte que nos formations répondent aux besoins de la filière. Et donc, dans ce contexte-là, sachant qu'on est sur une filière émergente avec beaucoup d'innovation, on a mis en place une chaire emploi, formation, innovation, qui, comme son nom l'indique, doit essayer de bien détecter les innovations nationales et mondiales pour que nos formations puissent répondre au mieux avec les experts que l'on mettra sur le marché du travail. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que vous serez stimulés par la journée et que vous aurez plein d'idées en sortant de cette journée. Erwan Jacquin, je suis un des cofondateurs de l'Institut MIC 2050. J'ai eu la chance d'avoir un parcours à la fois académique, industriel, start-up, et puis un peu plus institutionnel maintenant. Je voulais vous parler un peu de décarbonation maritime. On va en parler beaucoup aujourd'hui d'un point de vue très scientifique et technique. Et je voudrais rappeler un peu le contexte de cette histoire. C'est le réchauffement climatique, initialement, les accords de Paris, qui déclinent derrière des objectifs réglementaires de limiter les émissions de CO2. Et ça s'est traduit au niveau international par une réglementation à l'ONI, qui est assez légère, on va dire, pas trop de contraintes. L'Europe a tapé beaucoup plus fort en imposant du coup une réglementation beaucoup plus punitive, en taxant les émissions de CO2 des navires qui touchent des ports européens. Ça représente des dizaines, des centaines de milliards, c'est quelque chose de très significatif. Au niveau national, l'année dernière, c'était autour de 150 millions d'euros qui ont été payés par les armateurs français en termes de taxe carbone. Et c'est un dispositif qui est en train de progresser et qui va atteindre peut-être 300, 400 millions par an pour les armateurs français. Donc on parle de choses assez significatives. Le contexte de la décarbonation, c'est qu'on a tous un peu découvert ce que c'était, avec des phasages, un prisme différent. Au début, une certaine euphorie, on s'attaque à un problème sociétal avec des impacts incroyables sur la vie humaine, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc on a une vraie conviction d'y aller et on se rend compte au fur et à mesure de la complexité incroyable de cette histoire. Il suffit de faire quelques règles de 3, je pense que tous les gens dans la salle savent les faire, on se rend compte que c'est un énorme problème. Avec une solution, en tout cas la règle de 3 ne la donne pas, en tout cas, on pourra peut-être d'autres, mais on ne sait pas. Et puis on est parti aussi d'une croyance où individuellement on est capable de résoudre le problème, à une prise de conscience quasi unanime maintenant que dans la collaboration, on trouvera les solutions. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur le rôle de la science. Justement, ce rôle de la science, pour moi, il est essentiel. Aujourd'hui, on l'oublie. À l'ONI, aujourd'hui, donc on a décalé d'1 an des décisions sur des prises de décision sur la réglementation taxe carbone mondiale, sur des discussions qui sont absolument pas scientifiques. Ce sont des pressions, des lobbies, des intérêts économiques, et on est très très loin de toute considération scientifique sur les impacts du réchauffement climatique ou la façon dont on peut prendre en compte ces éléments dans une réglementation maritime. Donc le rôle de la science, pour moi, j'en vois 2, et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien à travers d'ailleurs la présentation du
du menu qu'on aura aujourd'hui ces deux éléments. La première, c'est comprendre la complexité. Je crois qu'il n'y a pas un plus gros sujet plus complexe que celui-là. Il touche toute une chaîne de valeur. Donc, on a aussi bien l'énergie, les ports, l'utilisation des bateaux, les technologies, la réglementation, la finance, les assurances. Donc, on a une vraie complexité totale. Il touche tous les niveaux de maturité. On a des solutions qui ne sont aujourd'hui pas matures, qu'il va falloir rendre matures le plus vite possible. On va prendre des risques industriels, on va mettre des solutions parfois qui ne sont pas encore complètement validées. Donc, on a des enjeux, du coup, qui sont colossaux par rapport à ces éléments de complexité. Un autre élément essentiel, c'est de faire émerger des solutions innovantes. Aujourd'hui, les solutions, elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui est escompté en termes de gains, en termes de fiabilité, en termes d'opérabilité. Donc, si on reste au même niveau, on ne baissera pas les émissions. Donc, il faut forcément innover, il faut passer à l'échelle, et même ce passage à l'échelle, en fait, il nécessite des grosses innovations scientifiques. Et donc, le rôle de la science, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est être capable de s'adresser à ces deux sujets, apporter de la connaissance neutre, indépendante, pour orienter les politiques publiques et la décision privée, et puis être capable de fournir des solutions innovantes le plus vite possible pour résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau national? On a effectivement donc, cinquantaine d'acteurs, centaines d'acteurs aujourd'hui se sont réunis au sein d'une association qui s'appelle MIT 2050, qui fédère l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et l'ensemble des niveaux de maturité, aussi bien des chercheurs que des industriels. Et on porte un projet, du coup, avec l'ensemble des établissements publics de recherche, universités, écoles d'ingénieurs, pour essayer de fédérer, en fait, l'ensemble des actions de recherche et d'innovation au niveau national. Donc, c'est un projet qui est soutenu aujourd'hui par l'État et on est en phase d'obtenir un financement, notamment dans le cadre du refléchage de cette fameuse taxe carbone européenne, ETS, qui est reversée aux États et que l'État français a accepté de reverser pour la décarbonation du maritime en partie. Et donc ça, c'est un signe extrêmement positif, c'est-à-dire que on passe d'une taxe qui est, on va dire, qui va inciter les armateurs à se décarboner, à on leur donne aussi les moyens de se décarboner. Et aujourd'hui, donc, on porte un projet qui couvre aussi bien la mise en place d'un programme de recherche mutualisé, des études technico-économiques neutres et indépendantes, des bases de données fiabilisées accessibles à tous, des outils d'aide à la décision, aussi bien pour les acteurs publics que privés, qui permettent d'avoir un cadre commun, on va dire, de compréhension et de connaissance d'un problème complexe. Et puis derrière, des projets structurants. On a parlé de vent frais tout à l'heure. C'est une initiative qui a été initiée par MIT et Moonship, qui a été effectivement après portée par IRT et Jules Verne. Et on cherche du coup à porter des projets comme ça sur des... Ce n'est pas des projets individuels, on est beaucoup habitué aujourd'hui au niveau national à porter des projets individuels d'innovation. On va voir la BPI ou l'ADEME, on porte un projet avec des petits consortiums. Vu l'ampleur du projet, vu l'ampleur de ce qu'on doit apporter, notamment, alors ça peut être sur le véhicule, mais ça peut être sur l'hydrogène, sur l'ammoniac, sur l'électrification, sur d'autres choses. En fait, on cherche plutôt à créer des filières. Et aujourd'hui, la science, elle doit s'inscrire du coup dans ces filières. Et on voit bien aujourd'hui, c'est la force aussi de ce qu'a fait Cargo, c'est elle réunit aussi bien les acteurs scientifiques que les acteurs industriels qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Et donc voilà, donc moi je suis très optimiste sur cette capacité du coup, à innover et à faire en sorte que la recherche puisse alimenter l'innovation et les besoins de la décarbonation. Je vous remercie.